Recherche et publication. Publier, publier. Bon, c'est important, c'est fondamental, c'est votre survie. Okay? Donc, publier tôt en début de carrière, pas attendre. Ne pas attendre, parce qu'après la thèse, on a une espèce de down. Hein? On a travaillé fort, puis notre sujet nous intéresse plus ou moins là, maintenant. Peut-être qu'on a comme, on est comme tanné de ce sujet-là, mais il ne faut pas arrêter. Il faut vraiment publier tout de suite. Aussitôt que vous commencez à avoir des données, vous avez un article possible, on le publie. Révisez vos publications aussitôt que les commentaires des réviseurs ont été reçus. On envoie des articles, un article dans une revue, on espère beaucoup et on reçoit nos commentaires. L'article a été démoli par les évaluateurs. Dans la lettre de l'éditeur, il y a une petite possibilité, il y a un petit paragraphe. Si vous répondez aux corrections, on va peut-être considérer, oui, OK, il y a une petite porte ouverte, vous rentrez dans cette porte-là et vous retravaillez votre article. Et vous ne la remettez pas sur la tablette en disant « je ne suis plus capable de voir cet article-là ». Et 6 mois plus tard, là, vous commencez à l'oublier, puis finalement, tout le travail qui aurait été investi sera perdu. On réinvestit du temps tout de suite, on reprend les corrections. Et souvent, les corrections ont l'air tellement immenses, mais lorsqu'on y travaille, mon Dieu, ça va beaucoup plus vite que je pensais. Évitez les distractions lorsque vous travaillez sur un article. J'en ai parlé un petit peu. Okay? Donc, on évite le téléphone, tout ça. Vous êtes focusé sur votre travail. Et that's it. Publier seul ou en collaboration. Bon, c'est toujours bon d'avoir des publications seules. Okay? Lorsqu'arrive le temps d'évaluer votre dossier. C'est un critère important pour plusieurs évaluateurs. Pour d'autres, ça l'est moins. Okay? Mais pour certains évaluateurs externes ou internes, ils vont dire cette personne-là n'a jamais publié un article seul. Bon. Donc, c'est important d'en avoir quelques-uns. Maintenant, on travaille en équipe dans un milieu de recherche. Okay? Donc, tantôt, je parlais de trouver des équipes, trouver des personnes avec qui travailler. Donc, il y a un peu une contradiction aussi. Mais ça fait partie des contradictions du système. Donc, c'est important d'avoir aussi de travailler en collaboration parce que c'est devenu la façon d'aller chercher des subventions aussi. Okay? Donc, idéalement, d'avoir peut-être, de votre thèse, on s'attend à ce que votre publication seule ou bien avec votre directeur de thèse, mais aussi on s'attend aussi à des publications d'équipe. Okay? La question qu'on va se poser, c'est dans les publications d'équipe, une question que les évaluateurs vont peut-être se poser, c'est à quelle place qu'il est votre nom dans la liste des auteurs. Okay? Si votre nom est systématiquement à la fin de 5 auteurs ou de 3 auteurs, ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Okay? Je ne dis pas que vous n'avez pas contribué autant, mais ça peut soulever des questions à savoir, mais c'est toujours le dernier auteur. Normalement, le premier auteur, c'est la personne qui a fait le plus. Okay? On s'attend à ça. Okay? Publication régulière indique une performance stable, donc une publication régulière à chaque année. Bon, des fois, on saute une année, mais on voit qu'il y a toujours quelque chose qui sort depuis 5 ans. Il y a des articles. Et c'est le meilleur prédicteur de performance future, c'est la performance passée. Hein? On connaît cette règle-là, donc c'est vrai là aussi. Okay? Collez aux exigences décrites dans votre convention collective. Si vous avez une convention collective, dans certaines conventions collectives, c'est peut-être inscrit. Est-ce qu'on publie des livres? Dans certaines conventions collectives, ça va être, on va faire des particularités pour certaines facultés, par exemple. Donc, il faut vraiment connaître, pour un professeur, de lire, s'il y a une convention collective, lisez-les. Puis regardez s'il y a des critères d'inscrits dans votre convention collective. Toujours avoir quelque chose dans le pipeline. Donc, travailler sur un article, mais il y a quand même un autre article qui est en cours. Il y a des données qui se ramassent. Vous avez une équipe qui travaille, vous avez un étudiant aussi de maîtrise, de doctorat qui travaille avec vous sur un autre projet. Donc, il y a toujours quelque chose. Et non pas, vous avez fini cet article-là, puis là, il n'y a plus rien. Il doit vous recommencer à zéro. Donc, il faut vraiment être capable d'avoir plusieurs... en fait, de gérer plusieurs projets en même temps, finalement. Se différencier. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il faut travailler sur en fait, idéalement, il faut avoir des sujets qui sont un sujet qui est original, relativement original. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement
on invente quelque chose de complètement en dehors de tout. Mais parfois, il y a des articles qui sont rejetés à cause d'un manque d'originalité. Okay? Comme je parlais du stress tantôt, si vous refaites les mêmes recherches que d'autres ont fait, okay, et vous arrivez au même résultat, c'est envoyé à des évaluateurs qui connaissent, qui sont des experts, ils vont dire oui, je sais, mais là, on pourrait peut-être passer à une autre affaire. Okay? C'est une bonne recherche, bien faite, bonne méthodologie, mais on n'apprend rien. Okay? C'est juste une répétition. Il y a déjà 25 recherches qui ont démontré ça. Donc, ce n'est pas une bonne idée de refaire ce que les autres ont fait tout le temps. Donc, il faut regarder vraiment, d'essayer d'apporter un aspect original dans votre recherche. Publier en dehors de votre thèse, j'en ai parlé. Subvention de recherche, on se fait refuser une fois, on revient à la charge. On prend les conseils de notre mentor, on prend les conseils du service de recherche et on retourne la demande pour réessayer encore et encore jusqu'à temps qu'on l'ait. Et les statistiques démontrent qu'une personne qui réapplique avec le même projet amélioré, en général, a des réponses positives. Ouais. Donc, ça a été étudié ici au service de la recherche par Gilles Morier. C'était une des études qui a été faite là. Fonds de démarrage. Donc, il y a des fonds de démarrage dans vos facultés, à l'université. C'est possible que ici, on en a. Dans les facultés, on a des fonds de démarrage. Donc, un nouveau professeur n'a pas de subvention de recherche, mais on va lui donner un fonds de démarrage pour qu'il puisse partir son projet et demander sur cette base-là par la suite. Il y a déjà des résultats, il y a déjà un pas de fait, une demande de subvention. Donc, ça l'aide. Identifier quels sont les organismes subventionnaires de votre université et embaucher autant d'aide que possible. Donc, si vous avez de l'argent de subvention, embaucher des assistants pour vous aider. Donc, pas avoir peur de dépenser cet argent-là, mais bien gérer cet argent-là et s'assurer que le travail est... Vous recevez un retour, finalement, sur votre investissement si vous embauchez des gens pour faire une partie du travail. Service éthique, planifiez-le. Oui? C'est intéressant que tu mentionnes les fonds de démarrage. Je ne sais pas si ça existe dans toutes les universités, mais ça revient à ce que tu disais tantôt. Il faut démarrer sa production de recherche rapidement quand on arrive comme professeur à l'université. C'est intéressant que, comme professeur, on sache qu'il existe des fonds de démarrage. C'est essentiel qu'on fasse demande pour des fonds de démarrage, qu'on s'assure de les obtenir. Et c'est aussi essentiel qu'on les utilise. Ouais. Parce que quand une faculté prend la peine de mettre à la disposition des jeunes professeurs des fonds de démarrage, ils aiment bien que les professeurs démontrent que ça a été utile. Ouais. Puis la plupart du temps, un fonds de démarrage, la plus grande utilité, c'est d'avoir lancé une recherche et d'avoir aidé ensuite à obtenir une subvention de recherche à l'externe. Ouais. C'est ça l'objectif. Dans certaines facultés, on va être sévère là-dessus. C'est-à-dire que si la personne a eu des fonds de démarrage, puis n'a pas fait de subvention, de demande de subvention à un organisme externe par la suite, bien, la prochaine fois, tu n'en auras pas de fonds de démarrage. Parce que, oui, on a des programmes de subvention interne. Ça va être, la condition n'a pas été remplie la première fois. Donc, maintenant, c'est à toi de faire les efforts pour aller chercher des fonds externes. Okay? Donc, même si tu ne les as pas, les fonds externes, si tu ne les as pas reçus, bon, tu as présenté un projet, au moins tu as fait l'effort de présenter à un organisme externe. Donc, là, tu vas être éligible pour un autre fonds de démarrage. Ça, c'est une règle qui existe dans certaines facultés, dans certaines universités. Ça n'existe pas partout, hein, mais c'est important de regarder les règles qui existent dans votre faculté respective, dans vos facultés respectives.